Salut, moi c'est Nico. Salut, moi c'est PJ. Bienvenue dans l'Instant Tech, le podcast qui explore notre rapport aux technologies. Bon Nicolas, la dernière fois qu'on s'est parlé, tu m'as dit que tu avais acheté un appareil photo. En 2023, le gars il achète un appareil photo. C'est passé au Nokia 3310 aussi ou quoi? Ah là là, bientôt. Non mais oui, effectivement, j'ai acheté un appareil photo après avoir passé des années à prendre des photos exclusivement avec mon smartphone. Je reviens en arrière, j'achète un appareil photo dédié. Allons bon. Et pourquoi? Parce que moi, je prends des photos avec mon appareil photo sur mon smartphone depuis une dizaine d'années maintenant. Après avoir déjà eu un premier appareil photo réflexe quand je voulais me mettre à la photo il y a presque 20 ans maintenant ou 15 ans. Et je retombe sur mes photos maintenant de mon appareil réflexe et la résolution est quand même pas super top. Le rendu est pas ouf. Surtout le rendu intérieur ou les trucs comme ça. Enfin, je sais pas. Moi, il y a plein d'aspects qui font que c'est tellement plus simple de sortir mon smartphone de ma poche et de prendre une photo comme ça. Là. Donc, Alors je suis d'accord que c'est vachement plus simple, mais alors moi aussi j'ai regardé des vieilles photos et en fait c'est ça qui m'a fait un peu, qui a déclenché le truc pour moi. J'ai regardé des vieilles photos que j'avais prises avec un vieil appareil. Je sais pas si tu te rappelles, j'avais mon petit appareil mirrorless à l'époque. Je m'en rappelle tout à fait, ton Panasonic magnifique avec un écran, ça m'avait marqué tellement c'était beau quoi. Je l'ai pas acheté pour autant, hein, mais c'était une sacrée expérience. Donc je rappelle pour un peu les auditeurs j'explique un peu pour les auditeurs, le mirrorless c'était ces premières générations d'appareils qui utilisaient vraiment un peu comme les réflexes, vraiment de très bonne qualité avec un capteur de large taille, avec des objectifs interchangeables, mais qui n'avaient pas tout le système complexe des réflexes de miroir, etc., qui permettait d'avoir vraiment un petit, relativement petit en tout cas, appareil. Et donc à l'époque j'étais à fond, j'étais vraiment fanat de ce truc-là et j'ai regardé ces vieilles photos et en fait j'ai été vraiment surpris par la qualité. 10 ans après, ces photos elles tiennent toujours la route, elles sont magnifiques et par rapport à aux photos que je prends maintenant avec mon smartphone, ah là là, je me suis dit mais c'est ça qui m'a manqué toutes ces années quoi. J'ai l'impression que pourtant tu sais hein, l'année dernière j'avais acheté le dernier iPhone parce que je voulais les meilleures photos, etc. Et là, je me suis retrouvé vachement déçu, quoi. Je me suis dit, mais merde. Pourtant, ils ont augmenté la résolution x4 comparé à l'iPhone d'avant. Ils disent toujours que ça va être beaucoup plus de lumière dans les scénarios sans lumière, etc. Enfin, je sais pas. Moi, ouais, j'avoue, c'est quand même assez utile de prendre des photos avec le téléphone portable comparé à avant avec tous les réglages, etc. Quoi. Moi, je me rappelle de mon ancien réflexe, c'était quand même l'enfer. Ou même, je m'étais acheté un autre appareil photo il y a quand même quelques années aussi. Oh, tu veux toujours être un photographe de génie, mais tu tues l'instant avec la vitesse, avec l'ouverture, avec les ISO, avec tous les réglages qu'il y a, etc. Et en fait, je préfère largement sortir mon téléphone et avoir l'appli photo en une seconde et paf, après j'ai ma photo. Bon, voilà. Alors, je suis complètement d'accord avec ça. Et c'est vrai je pense qu'on a tous connu dans tous les groupes de potes, il y a un pote qui est super relou, qui est toujours là avec son énorme réflexe et qui passe tu pars en vacances, il est toujours là à passer une demi-heure à prendre sa photo, etc. Super chiant. C'est toi. Et je suis très d'accord, pour moi, avec l'appareil, avec le smartphone, c'est instantané. En plus, comme tu disais, c'est quand même hallucinant les développements technologiques qu'il y a eu maintenant comment dire, à quel point ça a progressé hein, la photographie sur smartphone, comme tu dis, en termes de résolution, il y a tout un tas de choses que le téléphone est capable de faire que les appareils photo traditionnels ne sont pas capables de faire en termes de photographie computationnelle. Donc, c'est toute cette histoire où l'appareil... L'algorithme. Le smartphone va utiliser non pas seulement le hardware, mais le software pour améliorer l'image, prendre plusieurs photos successives et les combiner et faire tout un tas de magique là-dessus. Et c'est vrai qu'on atteint des résultats qui sont bluffants, vu la taille de l'appareil. Hein. Ouais, complètement. Et puis c'est pas seulement. Moi, c'est vrai, les photos à l'intérieur. Essayer de prendre des photos à l'intérieur avec un appareil photo standard, c'est l'enfer. Les visages sont rouges, les lumières tungstène. Et puis moi, c'est vrai qu'il y a d'autres utilités aussi. Hein. Par exemple, toutes mes photos sont soit sur Google Photos, soit maintenant j'ai un iPhone sur iCloud. Je tape le nom Nicolas et j'ai toutes les photos qui apparaissent avec ta tête dessus. Ou je tape le nom avec ma mère quand tu veux imprimer des photos pour des albums photos de vacances ou pour des albums photos pour tes gosses ou je sais pas quoi, c'est quand même
Enfin, il y a tout autour, tout ce qui vient avec, moi, je pourrais pas revenir au truc d'avant. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que ma compagne, elle a aussi un appareil photo. Elle fait aussi de ses photos avec les smartphones, mais elle n'utilise pas du tout les services du cloud pour organiser ses photos. Et donc, elle a encore tout sur un disque dur. Ce que je fais moi d'ailleurs, hein. Wow. Je télécharge aussi pour avoir une sauvegarde. Je veux aussi avoir mes photos, je ne veux pas uniquement me fier au cloud. Mais récemment, elle a voulu imprimer des photos et elle l'avait fait à l'ancienne avec son disque dur et c'était l'absolu enfer parce que maintenant tu as plein d'applis où tu peux juste mettre de ton iPhone les photos sur l'appli, ça te les imprime directement, tu peux faire une recherche avec des mots-clés comme je te disais et c'est super simple quoi. Donc j'imagine en fait toi tu vas revenir à ça avec ton appareil photo. Enfin bon bref, mais c'est vrai qu'il y a énormément de choses qui ont permis qui ont facilité la vie avec la photo depuis les smartphones quoi. Et c'est vrai que du coup, c'est marrant que tu parles d'imprimer les photos parce que là, c'est le scénario où je trouve qu'on se rend compte que la qualité des photos smartphones, ça n'a rien à voir avec la qualité d'un appareil photo dédié ou au niveau de la clarté, au niveau du contraste, tous ces trucs-là. En fait, toute l'intelligence que le logiciel met pour créer une photo qui fonctionne, que ça soit dans des situations où il y a peu de lumière, dans des situations où tu es en contre-jour, etc. Ça te donne une photo qui est utilisable, que tu vas pouvoir partager sur les réseaux sociaux, par message, etc. Mais c'est la différence entre une belle photo et une photo utilisable, tu vois. Parce que ta photo, elle est quand même méga compressée, la lumière est pas naturelle parce que ça va te faire des trucs. Les champions de ça, c'est Samsung où tu prends une photo, alors il y a plus aucune zone sombre dans la photo, tout est genre méga exposé avec des couleurs qui sont pas du tout réalistes. Moi, ça ma mère, elle a un appareil Samsung, quand elle m'envoie des photos, c'est hallucinant quoi. T'as l'impression d'être sur un poster d'une affiche de film, tu sais, genre c'est complètement irréaliste. Et donc du coup, c'est un peu ça c'est un peu cette réalisation que j'ai eue en regardant mes vieilles photos, c'était ça me manque en fait, ça me manque ce côté photographie traditionnelle en fait. Ouais, moi j'ai essayé de m'y mettre à la photographie traditionnelle et ça m'a vite saoulé en fait. Donc ça tombe bien, l'instant tech c'est le podcast sur les usages. Mais moi je suis pas dans un truc de recherche d'une photo que je peux imprimer. D'ailleurs j'ai pas une imprimante digne de ce nom. D'ailleurs si maintenant tu veux imprimer les photos, c'est quand même à la truelle qui te les imprime. C'est des services assez dégueulasses. Sauf si tu vas dans des trucs assez niches où tu veux vraiment avoir des bonnes imprimantes, etc. Mais c'est vrai que j'ai pas des photos de moi qui sont encadrées dans mon appartement. Moi j'imprime les photos pour les montrer à mes gosses avant de se coucher ou alors pour faire des albums photos pour la grand-mère ou pour les albums de vacances. Et là, en l'occurrence, c'est vrai que les photos que tu prends avec ton smartphone, elles font le job. Donc j'ai envie de dire que c'est peut-être là qu'il y a un peu une différence, mais moi je suis pas dans une volonté peut-être de qualité maximum. Mais par contre, j'essaie un peu d'avoir une approche artistique, c'est un peu un mot pompeux, mais ce que je trouve avec les appareils photo sur smartphone, justement, c'est que comme j'ai pas à m'embêter avec tous les critères que je citais juste avant, de technique, les spécifications, alors, je peux me concentrer sur le cadrage et essayer d'avoir des cadrages qui soient un peu innovants ou fun ou créatifs, quoi. Et si je suis pas super content du rendu automatique que me donne l'appareil photo ou l'algorithme, je vais essayer aussi dans le logiciel de retouche photo qui est intégré à l'iPhone, par exemple, de baisser la saturation, de baisser l'exposition, de rendre un éclairage qui est un peu plus fidèle à ce que je vois de mon œil. Parce que c'est vrai que là où je suis d'accord avec toi, et moi aussi ça me saoule, les photos en extérieur que je fais avec mon iPhone quand il fait beau, j'ai l'impression que c'est un fond d'écran Windows XP là. Tu vois, le vert de l'herbe est immonde, c'est tellement flashy. Le bleu du ciel est complètement désastreux aussi. Enfin, il y a un côté totalement fake qui, pour le coup, moi je trouve à la limite propre au iPhone, parce qu'avant ça j'étais sur un Google Pixel, donc c'était un des line-up de Google, mais c'était il y a quelques années maintenant, hein. Et le rendu que j'avais avec le Pixel, qui ont aussi, en fait c'est juste des choix qu'ils ont pris pour leur algorithme de rendu qui sont différents de ceux de iPhone. Ce rendu-là m'allait plus, où j'ai l'impression que les tons étaient plus fidèles, quoi. Voilà, donc c'est un peu marrant. J'essaye dans la retouche photo avec l'iPhone de leur donner un fil qui est un peu plus pixel. Dans ma tête, c'est comme ça que je l'appréhende. C'est même
même pas en me disant il faut que je donne le fil de ce que je vois à l'œil. C'est genre ah non, mais j'aimais bien comme c'était avant. Enfin bon voilà. Mais ça, je te parle vraiment d'une photo en extérieur, dans un pré, quand il fait beau. Hein, parce que les photos en intérieur, par exemple, je suis extrêrement content, quoi. C'est marrant que tu parles du Google Pixel. Donc, pour rappeler un peu, c'était ce smartphone, c'est cette ligne de smartphone que Google fabrique qui a commencé au milieu des années 2010. Et c'est vrai qu'ils avaient fait un gros coup à l'époque sur l'appareil photo, puisque c'était vraiment... ils avaient été très forts en créant un smartphone où le hardware de l'appareil photo n'était pas ouf, quoi. Le capteur, l'optique, etc., c'était pas ouf. Par contre, c'était l'intelligence de leur logiciel. Et c'est vraiment eux qui ont vraiment lancé le truc de photographie computationnelle, vraiment en mode vraiment poussé à l'extrême, même si l'iPhone faisait déjà un peu des trucs avant. Mais là, c'était vraiment dire, en fait, le hardware compte pas trop parce que avec tout ce qu'on peut faire au niveau côté software pour améliorer les choses, en utilisant ce système de prendre plusieurs photos à des expositions différentes avec des résolutions différentes, machin, et avec notre super algorithme, on va regrouper ça et te donner une photo qui va fonctionner. Et une des flagship features qu'ils avaient à l'époque, c'était le night mode, et c'était les premiers à le faire, où en lumière sombre, ça te donnait des photos incroyables, quoi, que tu n'aurais jamais pu voir avec rien d'autre, quoi. Ouais, et maintenant le night mode, tu regardes la dernière présentation du dernier iPhone, ils te disent toujours ils sont beaucoup plus performatifs dans les basses lumières parce que le capteur est plus grand et qu'il arrive plus à attraper de la lumière, etc., quoi. Mais ça me fait penser aussi que je voyais une vidéo sur YouTube sur de la tech et le type réessayait un iPhone 7 aujourd'hui et justement il faisait la comparaison dans les photos entre le dernier iPhone et l'iPhone 7 et il trouvait que les tons en extérieur était plus fidèle à l'époque, peut-être parce que ça s'appuyait plus sur en fait le module photo et que c'était moins sur les algorithmes, quoi. Hein. Oui, parce que du coup, le fait que le résultat de ta photo dépende plus du côté logiciel que du côté hardware fait que la marque de ton appareil a une influence bien plus importante sur le look de ta photo, quoi. Et c'est là que c'est marrant de voir si différentes marques ont vraiment des looks différents, où Samsung, tu as ce look qui est complètement irréaliste. Stranger Things, rétro-futuriste. Oui, ça fait un peu ça, ouais. Mais qui plaît beaucoup aussi, et qui plaît beaucoup sur les réseaux, etc. Tu as le côté Pixel qui est plus essayer d'être réaliste, etc. Apple qui est un peu paumé d'une année sur l'autre, ça change un peu. Et ça donne vraiment... je pense qu'il y a peut-être tu pourrais choisir ta marque de smartphone en fonction du style d'image que tu préfères, quoi. Ouais, je suis d'accord. Je me demande toujours, c'est comme les trucs quand même pour audiophiles, quoi. On dit seulement, ou les tests à l'aveugle de vin. Je me demande si je ne sais pas de quelle marque c'est, on montre les mêmes photos, je ne sais pas si j'arriverai à les distinguer en fait. Mais j'ai l'impression que si, en tout cas entre un iPhone et un Pixel. Mais ce que je voulais dire, c'est que oui, maintenant, ce qui est marrant, c'est qu'on observe un peu une tendance inverse. J'ai l'impression que les fabricants se sont rendus compte qui dépendent un peu trop des algorithmes et que ça n'a aucun sens et que c'est trop standardisé. Et j'ai l'impression que Google, pour reparler d'eux, il commence à beaucoup plus revenir sur les modules caméra et essayer de capter ce qu'ils captent. Et que les iPhones et que Apple n'en y est pas encore. Par exemple, un truc que tu pourrais voir, que tout le monde peut voir sur photo sur iPhone, c'est très difficile de distinguer des ombres sur les visages quand tu les prends en photo. Ah oui. Parce qu'ils sont lissés ces visages-là, parce que l'algorithme a décidé que le visage devait apparaître super bien et que donc il y a très peu de contraste sur les visages en fonction de la lumière, ce qui est absolument ridicule. Et ça, c'est quelque chose pour lequel, quand tu vois dans les tests, Google essaye de rendre les choses un peu plus fidèlement. Ouais, non, c'est intéressant parce que là, pour le coup, c'est vraiment un choix qu'ils ont dû faire. Quelqu'un, à un moment donné, a décidé de faire ça, quoi. Ouais, parce que pour expliquer un peu ce qu'ils font, c'est qu'ils arrivent à reconnaître les visages dans la scène et ils vont appliquer sur les visages un éclairage différent de ce qui est appliqué dans le reste de la scène, quoi. Qui ça, Apple. Et donc, parfois ça marche, parfois ça marche pas. Sur des photos en contre-jour, typiquement, ça donne des résultats très bizarres. Et c'est là où Google a sans doute été un peu plus malin avec leur ligne de pixels, parce que ce qu'ils ont fait, c'était leur module caméra change pas à chaque génération, en fait. Par contre, ce qui change à chaque génération, c'est il
ils affinent le software et donc du coup, ils ont toujours la même entrée en termes de données. Ils le connaissent bien, leur module caméra, ils savent comment l'exploiter au maximum. Alors que Apple, traditionnellement, c'est eux qui avaient le meilleur hardware, quoi, puisque c'est un peu c'est leur ADN. Hein. D'ailleurs, c'est marrant parce que tu regardes, plus les années vont, plus quand ils annoncent leur nouvel iPhone, lors de la présentation, la partie hardware caméra prend de plus en plus de place. Hein, mais par contre, c'est au niveau du logiciel, oui. On a l'impression qu'à chaque année, c'était Marques Brownlee. Donc Marques Brownlee, un YouTuber tech américain qui est un peu le recommandateur en chef quand tu veux acheter de la tech dans le monde anglophone. Voilà. Et donc lui, c'est sa théorie à lui de dire... Apple, à chaque année, ils ont un nouvel capteur et un nouveau système, un nouveau module caméra et ils n'ont pas le temps d'apprendre à s'en servir. Et donc, leur logiciel n'est pas vraiment au point à chaque fois, quoi. Et c'est comme ça qu'on arrive à des situations comme cette histoire de visage, là, qui est un peu ridicule. Ouais. Un autre truc qui était ridicule, c'est le scandale qu'il y a eu récemment avec Samsung aussi, où en fait, on s'est rendu compte que si tu veux prendre une photo de la Lune avec ton téléphone et que tu zoomes, à un moment donné, c'est plus vraiment ce que tu vois. Il te colle juste une image de la Lune sur ta photo en te disant que c'est ce que tu vois, quoi. On en arrive à des débilités comme ça aussi, quoi. C'est vrai. Oui, alors tiens, c'est marrant que tu parles de ça parce que pour moi, ça fait partie des trucs qui m'ont vraiment... c'était wake-up call en repartant sur la raison pour laquelle j'ai acheté un appareil photo dédié. C'était que si tu regardes la progression en termes de comment les smartphones améliorent les images, genre de génération en génération, on est parti genre il y a 10 ans où c'était des trucs bénins en mode le smartphone, il va prendre 3 photos à des expositions différentes, il va les assembler et ça va donner une image qui aura un meilleur éclairage, machin. Ou de plus en plus, on a des fonctionnalités qui sont très très avancées, qui utilisent l'intelligence artificielle, le machine learning et qui sont capables pas seulement de combiner de la donnée, mais carrément de créer de la donnée à partir de rien. Donc là, l'exemple dont tu parles, c'était littéralement... c'est quelqu'un qui a pris une photo d'un cercle, un cercle flou blanc et Samsung a décidé ça c'est la Lune, alors on va générer une photo de la Lune à la place, tu vois. Et ça c'est un truc qui me fait un peu flipper parce que j'ai l'impression que là on franchit un pas où à quel point la photo que tu prends représente le réel, ou c'est une création complètement originale du téléphone où tu pointes ton téléphone à un truc et c'est l'image qui sort, c'est l'interprétation du téléphone et pas seulement la photo en termes traditionnels. Ouais, tout à fait. Mais moi, justement, je pense que cette question-là, elle est très importante d'en avoir conscience, en fait. Et de savoir que les choix que tu fais ou que les photos que tu prends, en fait, ça va pas être forcément ta photo, ça va être le résultat d'un choix qui a été fait par des ingénieurs à un moment donné aussi. Moi, c'est pas une idée qui me gêne plus que ça, parce qu'encore une fois, si je dois faire un comparatif ou si je dois faire des choix, des trade-offs, là, je ne sais pas comment on dit en français, j'ai un anglicisme qui me vient, entre le positif et le négatif, j'ai pas envie de me faire chier à faire des retouches de toutes les photos sur Lightroom. J'ai pas envie de m'embêter à les mettre sur mon disque dur systématiquement, à devoir gérer ce qui peut prendre des soirées et des soirées et des soirées, quoi, tu vois. Je suis beaucoup plus à l'aise avec les usages actuels en sachant, encore une fois, que les photos que je prends, c'est le résultat de choix de la part d'ingénieurs qui ont voulu mettre en place un algorithme pour correspondre à une certaine image, etc. Mais c'est vrai que récemment, on est partis en vacances tous les deux quelques jours. Tu as pris des photos avec ton appareil photo et moi avec mon iPhone. On a fait un album partagé. Tu as mis des plombes à mettre les photos sur l'album partagé parce qu'il a fallu que tu les mettes, etc. Et je ne sais pas si tu les as retouchées, ça pourrait être quelque chose qui est intéressant. Bon, au final, j'ai juste dû attendre 2 ou 3 semaines. Donc, est-ce que c'est si grave? Je ne sais pas. Au final, tu me les as quand même mis sur l'album et je pourrais quand même les utiliser pour les imprimer dans mon album de vacances, tu vois. Alors, je tiens à dire là-dessus quand même, en fait, que les photos, je les avais assez rapidement. C'est juste que j'ai mis du temps à sélectionner celles que je voulais pour ajouter à l'album. Mais oui, pour revenir à ça, je suis complètement d'accord sur le côté pratique, le côté facile. C'est vrai que c'est quand même super important. Moi, c'est ce que j'ai essayé du coup de garder. C'est pour ça que j'ai pas acheté n'importe quel appareil photo. J'ai essayé de trouver une balance, un équilibre pour quand même garder certains avantages du smartphone. Donc, par exemple, un des trucs pour moi qui est super important, c'est de se dire le meilleur appareil photo, c'est celui que tu as avec toi.
et peu importe la qualité, etc. Donc pour moi, c'était très important que ça soit petit. C'était très important que ça soit un truc qui soit pas que je puisse utiliser sans déranger quand interrompre une scène. Tu vois, c'est toujours le côté. J'avais pas envie d'être la personne qui arrive avec son gros réflexe et tout le monde s'arrête, tout le monde est en train d'arrêter ce qu'il fait. Et ton smartphone sera toujours plus petit et sera toujours plus se fondra plus dans le décor parce que tout le monde est tout le temps sur son smartphone plutôt que ton appareil photo, non? Oui, mais il y a quand même un. Comment dire? Oui, mais il y a quand même un. Il y a quand même eu Un spectre, comment dire? Ouais, un spectre, c'est ça que je cherche. Non, c'est pas l'expression. si, c'est ça. Il y a un spectre entre genre l'énorme réflexe et ton petit smartphone. Ouais. Donc, ce que j'ai acheté, en fait, c'est un appareil qui est souvent utilisé en photographie de rue parce qu'il est très compact. Quand tu le vois, tu as l'impression que c'est un tout petit appareil de rien du tout, comme les vieux PowerShot de Canon ou les trucs comme ça, les trucs qu'on avait avant. Sauf qu'en fait, dedans, il y a vraiment un capteur qui fait la taille d'un capteur de réflexe. Et puis, il y a tout un tas de fonctionnalités qui te permettent de prendre des photos très rapidement. Comme par exemple, il y a un mode où tu peux définir à l'avance la distance focale pour le focus. Donc, tu peux vraiment dire, tiens, je vais prendre une photo, je sais que ça va être à peu près à 2,50 m et tu peux prendre ta photo directement en moins d'une seconde. Et ça, je trouve ça super cool. Et je trouve personnellement que j'arrive à prendre des photos du coup sans que les gens s'en rendent trop compte parce que j'ai mon petit boîtier noir qui a l'air de rien du tout. Et je trouve ça assez cool. Par contre, c'est clair que c'est moins facile en termes de... en fait, j'avais oublié à quel point les téléphones sont forts à automatiquement paramétrer tout un tas de trucs sans qu'ils réfléchissent, quoi. Des trucs dont j'avais pas vraiment... des trucs qui m'ont étonné, par exemple, c'est l'exposition. Le fait que le smartphone puisse comprendre la scène. Le smartphone comprend que là, il y a une personne, là, c'est un paysage, là, c'est ci. Et ils sont capables de faire l'exposition de manière très précise. L'appareil photo dédié, il est très bête en fait. Son processeur, il est pas capable de grand chose. Donc très souvent l'exposition, il faut que je la règle. Le focus souvent 70% du temps c'est correct, mais les 30% du temps, il va pas reconnaître qu'il y a une personne au premier plan, donc il va mettre le focus à l'arrière. Donc faut vraiment être très intentionnel. Donc c'est un côté que j'aime bien, mais ce que j'essaie d'apprendre, c'est d'arriver à faire tous ces réglages de manière très rapide pour garder cette spontanéité, quoi. Ouais, pour terminer, ça me rappelle des manuels de photos que j'avais lus à l'époque où je voulais devenir un photographe amateur, où ils conseillaient, plutôt que de vouloir tout régler toi-même, de te concentrer sur un réglage. Que ce soit la vitesse, l'ouverture ou que ce soit l'exposition, par exemple. Et donc, c'est un peu peut-être ce que tu es en train de mettre en place. Moi, personnellement, là, je suis fatigué. J'ai beaucoup trop de choses, j'ai pas le temps. Par contre, j'ai très envie de prendre des photos pour documenter les moments qui sont importants pour moi. Et j'ai très envie, c'est vraiment ce truc de le sortir, de prendre des photos, parce que c'est vrai que c'est quelque chose que j'adore aussi. C'est de prendre l'instant et de prendre les gens sans qu'ils regardent et sans les faire poser. Et voilà. Et j'arrive des fois à des cadrages, c'est rare, hein, mais à des instants volés qui sont vraiment merveilleux. C'est des photos que j'adore revoir. La plupart du temps, elles sont sur mon écran de téléphone. J'avoue. Écoute, je pense qu'on se rejoint là-dessus, sur l'importance de la spontanéité. Et tu vas pas revendre ton dernier téléphone, dernier cri pour autant, alors tu le gardes quand même. Écoute, je l'ai, j'avoue. Alors par contre, je m'en sers toujours beaucoup de mon téléphone pour prendre des vidéos. Et j'avoue que ça, c'est un truc que j'ai redécouvert en revisitant des vieilles photos, des vieilles vidéos. C'est en fait, les photos, c'est bien, mais alors revoir des vidéos d'il y a 10 ans et d'entendre les gens parler et de les voir bouger, etc., c'est quand même autre chose. Donc, à l'heure actuelle, je suis un peu en mode, je prends des vidéos pour les trucs de tous les jours et je prends des photos quand je suis un peu en mode, OK, j'ai envie de réfléchir un peu et de créer un truc intéressant. Ouais, et je pense que là, pour le coup, il y a vraiment un consensus que les appareils photo peuvent être vraiment utilisés pour faire des vidéos et d'ailleurs le sont aussi par des professionnels. Et bon, là, effectivement, il y a une division, il y a une division là un peu claire. Bon, très bien. Écoute, Nicolas, c'était fort intéressant. J'espère que les auditrices et les auditeurs ont aussi trouvé ça cool et que ça vous donnera un peu des idées pour réfléchir sur est-ce que vous voulez vraiment prendre des photos qui sont faites par des algorithmes ou est-ce que vous voulez revenir à quelque chose d'un peu plus roots. Voilà, c'est la fin de l'Instant Tech. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. On vient seulement de lancer notre podcast, donc on apprécierait beaucoup tout soutien de votre part pour lui donner un peu de visibilité. Vous pouvez faire cela en parlant autour de vous, en le recommandant, en vous abonnant sur votre appli d'écoute de podcast préférée ou encore en mettant 5 étoiles sur l'appli de Apple de podcast. Très bien, très bien. Écoute, j'ai pris quelques photos de l'enregistrement de cet épisode. Je pense que tu les auras dans à peu près un mois.
Ça marche. Merci, hein, je me réjouis de les voir. Allez, Ciao. salut.